attrapé un, on m'a demandé de prouver que c'était bien le papier qu'il avait en main, que je n'avais pas fouillé dans son sac. Comment voulez-vous que je prouve que je n'ai pas fouillé dans son sac? S'il le dit, ben oui, parole contre parole, ça devient très compliqué. Toujours à cause de la subjectivisation. Alors qu'autrefois, je me souviens, j'ai vu Vaillant de la Farce il y a longtemps, en 80, même avant, on a pris quelqu'un sur le fait, allez, commission de discipline. Personne n'allait imaginer qu'un professeur puisse inventer des bombes, par exemple. Les bombes, elles sont à lui. C'est que maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème de pompe, c'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas faire la vérification graphologique. Ça porte atteinte, a dit la CEDH, à l'intimité des personnes. Donc, voilà, c'est ça le problème. Et c'est un vrai enjeu. Alors, complique encore l'affaire, c'est que le juge administratif n'y est pas allé spontanément dans cette direction. Parce que c'est la CEDH qui a dit. C'est ça, en fait. Et donc, il l'a fait un peu par complexe de gribouille. Il a précédé le mouvement où il l'accompagne pour surtout pas se faire taper sur les doigts par la CEDH. C'est ça. Même si je ne supporte pas la CEDH. L'exemple le plus significatif, on a rigolé comme dit Bessou quand ça s'est produit, c'est quand on a eu les premières affaires de vol islamique. Lionel Jospin était alors ministre de l'Éducation, c'était en 89. Et le Conseil d'État, très courageusement d'ailleurs, les hommes politiques, demandent l'avis au Conseil d'État. Vous pouvez imaginer qu'ils ont des idées. Non, ils demandent au Conseil d'État. François Hollande demandera au Conseil constitutionnel ce qui pense de la loi sur la sécurité. Moi, je pensais qu'en principe, un homme politique avait des idées, et qu'il avait des choses, madame, quelque part, mais non, je crois que je me suis trompé. Et donc, Jospin demande au Conseil d'État, et dit, alors qu'est-ce que je fais avec le voile? Et là, patatras, parce que le Conseil d'État a eu peur de se faire taper sur les doigts par la CEDH, il a rendu un avis désarmant. Mais oui, le voile est possible. Le premier avis, c'était ça. Le voile est possible, mais bien sûr, mais si là, chutant 3 espèces de déclarations internationales, un avis qui n'en finissait plus. 3 mois plus tard, la CEDH s'était saisie depuis un moment de la loi turque qui interdit de voler le visage en public. Et la Cour dit, mais vous avez parfaitement raison. Donc le Conseil d'État était allé trop loin par rapport à sa crainte qu'il avait de la CEDH. Il y a un peu subtil à rajouter à ça. Je n'ai pas dit, parce que c'est un peu important que vous ayez en tête. Aujourd'hui, on a en matière de justice, on a 2 gros problèmes, pas seulement en France, mais en France, on les a. D'abord, il y a la concurrence interne des juges. Il est arrivé un moment où les gens, les avocats, disaient à leurs clients, il n'est pas compétent, mais ça ne fait rien, on va devant le juge judiciaire. Parce qu'il nous comprend mieux, parce qu'il va plus vite, etc. Il y avait toutes sortes de qualités. Et on n'allait pas devant le juge administratif. Et ça marchait à tous les coups, parce que le préfet, l'élévation du conflit, c'est tous les 36 du mois, forcément, on peut le comprendre. Et l'affaire passait à ouf comme ça. Et je vais vous en donner un exemple. Un jour, il y a une dame qui m'appelle. Elle était la responsable de la conservation des hypothèques de Marseille. Une bonne juriste, plutôt pinailleuse, pour pas dire plus. Et cette dame habite en lotissement de 1919, enfin, le règlement de en lotissement, avec des lots. Et il est dit dans le règlement de lotissement que si quelqu'un est propriétaire de 2 lots, il lui est possible de construire tous les droits à construire des 2 lots sur un seul lot. Autrement dit, vous avez une maison avec un grand jardin, par exemple. Très bien, c'était le cas, me dit-elle, près à côté de son lot. Et elle a vu ce jour-là, elle est rentrée du boulot, elle a vu un permis de construire sur la parcelle, qui ne pouvait pas être construite parce que c'était 2 parcelles et le droit à construire avait déjà été réuni sur une parcelle. Donc c'est pas possible, etc. Elle me dit, il faut que vous me fassiez un recours, etc. Très bien. Je dis, à l'époque, il faut un sursis à exécution. Et je lui ai demandé un sursis à exécution de quoi? De l'arrêté municipal qui octroie le permis de construire. Oui, sauf qu'on n'attaquait pas la législation sur le permis de construire. On invoquait le règlement du lotissement, qui est un bien privé. Alors, je dis, mais pas,
J'appelle le président du tribunal administratif, je les connais bien tous, et je lui dis, écoutez, monsieur le président, j'ai un problème, ça, elle m'a dit, mais ça va pas marcher, vous allez attaquer le permis, mais le permis est illégal. Non, en soi, non, mais de délivrer pour une parcelle inconstructible. Oui, mais il me dit, mais rendu inconstructible par un acte de droit privé. Par un contrat, même. Bon, écoutez, trouvez-moi un biais. Alors finalement, je trouve un biais, je l'appelle, oui, ça marchera. D'ici 3-4 mois, pour vous faire plaisir, je vous rends la décision. Pour vous faire plaisir. Enfin, elle m'explique à la dame qu'on était en train de faire un grand trou, qu'il voulait faire un garage pour y mettre 6-7 voitures, et les nouveaux des emplacements. Donc, c'était des murs préfabriqués, et encore de 4 murs. Elle me dit, en une semaine, 10 jours, c'est terminé. Donc, dans 4 mois, qu'est-ce qu'on fera? À l'époque, le juge administratif ne peut pas ordonner la démolition, puisque c'est un bien privé. Et le juge judiciaire ne peut rien dire. C'est pas triste. Donc, finalement, j'ai dit, mais au fait, je vais faire un référé d'erreur. Donc, le matin, l'après-midi, j'étais allé au théâtre. Le lendemain matin, je fais un TGI. Je dépose un référé d'erreur demandant à monsieur le président du tribunal de grande instance de bien vouloir ordonner à un tel d'exhiber la délibération des colotis, je vais délibération, la délibération des colotis qui autorise la construction. Eh bien, chers amis, je déposé ça, ça devait être 9h, 9h30. Le greffe m'a dit, mais, madame la présidente est là. La présidente, je vais expliquer, m'a dit, oui, mais il n'y a pas de problème, c'est très bien. Je somme immédiatement par huissier de bien vouloir me le faire tenir à 14h. Et je somme la ville de Marseille de me dire qu'elle a elle-même entre les mains le cahier des charges, la nature juridique des cahiers des charges dans le lotissement, c'est assez équivalent. Tantôt acte public, tantôt privé. Évidemment, personne n'est venu. Elle a remporté l'audience à 16h. À 16h, elle a constaté, elle a fait défense itérative et terminée. La construction s'est arrêtée. Et là, l'avantage colossal du juge judiciaire sur le juge administratif. Je mets la place, je suis professeur de administratif jusqu'au bout des ongles. Bon, j'étais un peu penaud de. Je suis allé voir le président du tribunal administratif, notre cher ami, on va se désister, puisqu'on a gagné. Je lui ai raconté. Il était pas effondré, mais enfin, bien atteint, parce que c'est choquant. Bien. Donc, on a eu ce premier problème de la concurrence entre les deux. Donc, il a fallu que le juge administratif se fasse une place face au juge judiciaire et face au conseil constitutionnel. Et le deuxième problème, c'est la place du juge administratif par rapport aux juridictions internationales. Et tout ça a amené le juge à développer des jurisprudences ou à donner des solutions à des questions bien connues, très orientées, enfin, il faut le dire entre nous, dans bien des cas, le juge administratif n'a pas cherché d'abord à résoudre le problème qui était posé. Il a cherché son statut, à sauver sa peau, à lui. Et si ça va bien avec le requérant, tant mieux. Mais c'est d'abord sa peau. Je vous rappelle, et j'en terminerai par là pour vous, si vous voulez, l'arrêt Varel. Vous venez de l'arrêt Varel. On vous le donne classiquement comme un arrêt important, c'est vrai, dans lequel le juge a mis en œuvre tous ses moyens d'investigation. Bon, c'est tout à fait vrai. Mais au départ, la vraie raison de l'arrêt Varel, c'est que le Conseil d'État s'est trouvé vexé, mais vexé comme un rat, que le tourneur qui l'a dit, commissaire du gouvernement à l'époque, Maxime Le Tourneur me dit, on a demandé le dossier, ils nous ont dit que j'avais pas de dossier, après ils nous ont transmis un dossier, il n'y avait rien, enfin, à part des éléments d'état civil, il n'y avait rien par rapport à la décision, et ils nous ont dit, oh, vous trouverez bien quelque chose. Et je trouvais que la désenvolture du secrétaire d'État était telle qu'il fallait le punir. Donc il m'a dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, l'arrêt Varel serait sorti comme l'arrêt Varel, parce qu'on voulait lui mettre 2 gifles. C'est ce qu'on m'a dit, comme ça, on voulait mettre 2 gifles. Donc on voit bien que là, donc il y a un jeu subtil où il y a la question juridique, bien sûr, il faut rendre la question juridique, pas trahir des secrets dont je ne dirai pas, mais la manière dont on a rendu les ordonnances Dieudonné, par exemple, j'y ai travaillé, donc je peux dire en direct. On apprend beaucoup sur le statut du Conseil d'État dans l'État. Et là, par exemple, le Conseil constitutionnel ne s'en rend pas compte, il ferme les yeux pour la boutique. Le nombre de QPC où le Conseil d'État dit est-ce que vous êtes sûr que c'est bien conforme à la Constitution? Et puis il revient une deuxième fois. Vous avez dit non. Vous êtes sûr que c'est bien non? Mais vous avez dit 2 fois non, mais c'est bien non, non, non. Mais en réalité, pourquoi il fait ça? Il a la réponse, il n'a pas besoin.
fois, il veut faire développer une montagne d'impopularité à l'égard du Conseil constitutionnel. C'est ça qu'il veut. La démonstration par l'absurde qu'il n'est pas le bon juge de conduite et que lui est plus protecteur. Malheureusement, le méchant ne l'a pas voulu. C'est dommage, en fait. Donc, c'est plus compliqué que le simple jeu juridique. Mais ça n'enlève rien à ce que je dis, je veux dire. Mais c'est pour éclairer davantage. On vous salue, puisque vous avez des choses à faire, me semble-t-il. Je crois que vous étiez payé à ne rien faire. Franchement, je ne vais pas leur dire, hein. Ah oui. Voilà, oui. Autre question, oui. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre brillante intervention. C'est bien volontiers que je l'ai fait. Sur un sujet qui est d'ailleurs brillant. Alors, ma question, c'est dans votre exposé, vous avez dit que le juge administratif français aujourd'hui avait pas tendance à être lent dans le fait de rendre ses décisions parce qu'il se focalisait surtout sur la légalité, il voulait garantir l'intérêt général. Il se souciait un peu de la situation du justiciable. Maintenant, à travers la pression en quelque sorte de la CEDH, il a commencé à intégrer le volet subjectif dans le traitement des dossiers. Maintenant, je voudrais savoir si, outre le traitement juridictionnel, s'il peut y avoir un autre moyen non juridictionnel, si le juge administratif français peut, toujours dans l'optique de bien intégrer la place du justiciable dans le règlement des affaires, s'il peut intégrer un volet non juridictionnel, s'il y a un autre moyen de rédiger Alors, on pourrait imaginer une solution non juridictionnelle. Je ne pense pas qu'il faille les chercher du côté du juge. Je ne pense pas que le juge administratif aujourd'hui soit prêt à dire ne venez pas toujours chez moi, allez en face, par exemple, ou inventer une procédure. Il l'a fait, comment s'appelle cet arrêt le GEC de la haie rose. C'est un problème de transaction. Comme la transaction en droit administratif n'est quasiment pas définie, il a inventé, dans un considérant, la transaction administrative. On fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Et puis, renvoie à l'administration. Autrement dit, débrouillez-vous, vous voulez faire une transaction, c'est-à-dire en fait, un arrangement entre les parties, vous pouvez le faire, voilà la marque à suivre, et terminé. Ça, il l'a fait. Mais c'est pas courant. Et puis, à partir du moment où on arrive devant le juge, c'est qu'on n'est pas arrivé à s'entendre. Sinon, ça se serait arrêté avant. Et si on n'est pas arrivé à s'entendre jusqu'à aller au contentieux, on voit mal quelle voie, parce qu'on pourrait imaginer une voie contentieuse non juridictionnelle. Le contentieux n'est pas que juridictionnel. Quand vous allez à un arbitre, d'ailleurs un arbitre, c'est un contentieux, mais non juridictionnel, bien sûr. Donc, ce que vous voulez dire au bout, c'est comment on fait pour trancher un litige, est-ce que c'est possible, dans le modèle français, sans passer par le juge, mais par une autre voie, qui serait plus ceci, plus cela. Le juge administratif n'est pas contre en réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne tient pas à avoir le monopole, parce qu'il en a jusque-là. Donc, si d'autres veulent bien prendre la charge, au contraire. En matière, par exemple, de marché, délégation de services publics, très souvent, les litiges sont réglés bien avant d'arriver devant le juge administratif, parce qu'il y a des lois, des procédures, des recours préalables, etc. Mais je vois mal des voies qui ne seraient pas créées expressément par le législateur. On pourrait dire, voilà, en matière de fonction publique, on pourrait dire. Alors, ceci dit, il y a une voie qui a été suivie pour la fonction publique d'ailleurs, mais aussi dans la fonction militaire, dans d'autres secteurs, c'est le fameux rapport. Le recours administratif préalable obligatoire, qui lui est formalisé, particulièrement réglementé, c'est donc une procédure par laquelle on dit aux gens, attention, même si vous voulez faire un recours gracieux, vous le faites, mais après le recours gracieux, vous devez de toute façon faire un recours administratif préalable obligatoire. Si vous ne le faites pas, le recours au juge est irrecevable. Et on a pensé qu'en formalisant complètement, là c'est une procédure entièrement formelle, qu'en la formalisant complètement, on lui donnait en quelque sorte une espèce de label de solennité,
garanties, etc., qui devrait faire en sorte qu'on évacue une partie du contentieux. Car je rappelle qu'à l'origine, la création du recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, était destinée à évacuer une partie du contentieux qui ainsi n'arrivait pas, enfin on l'espérait, n'arriverait pas jusqu'au prétoire du juge. Je ne sais pas, alors ça j'avoue que je ne saurais pas dire, parce qu'on n'a pas vraiment d'études. Ça serait intéressant à faire, mais je ne sais pas si c'est facile à faire. Combien y a-t-il en France de procès administratifs qui sont évités en raison de la règle du recours préalable ou préalable obligatoire? L'évaluation est très très difficile parce que c'est très compliqué. Par exemple, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas d'accord avec une décision, vous allez voir le doyen, il vous reçoit, c'est verbal pour l'instant, et vous dites non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a ça et ça. Vous sortez de là convaincu. Donc vous n'allez pas faire le procès que peut-être vous auriez fait. Mais ça, c'est incomptabilisable. Je veux dire, ou alors il faudrait que chaque autorité administrative dise je refuse 294 personnes qui étaient décidées à aller faire un procès, grâce à la conversation qu'on a eue, il y en a 209 qui n'ont pas fait le procès. C'est facile à dire, mais je veux dire, c'est faisable. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'efficience de ces procédures non contentieuses en tant qu'évacuation préalable du contentieux potentiel. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Quand vous avez là la transaction, les commissions de conciliation, vous avez également en matière de marché public, et qu'en marché public, il y a une procédure particulière qui permet d'aller devant une commission de conciliation composée de magistrats administratifs en retraite. Mais déjà, par exemple, vous voyez ça, qu'on appelle les comités, comment ça s'appelle, les comités de règlement amiable des litiges en matière de marché. Mais en réalité, ça ne fait pas gagner un temps colossal, parce qu'en fait, ce n'est pas un procès au sens procédure arbitraire, mais vous arrivez devant un organisme qui est composé de juges, à la retraite de vie professionnelle, vous déposez un mémoire, votre adversaire fait un autre mémoire, on est peu ou prou dans une logique procédurale très proche. Alors, comme ils ont moins d'affaires, ça va aller plus vite. C'est ça, c'est un avantage. C'est pareil pour l'arbitrage. Vous savez qu'en matière judiciaire, plus qu'administrative, mais en matière, parce que la matière administrative, c'est compliqué. Mais en matière, notamment commerciale, un des avantages, le double avantage de l'arbitrage, c'est qu'il va très vite. Très très vite. Moi, les arbitrages que j'ai rendus, aucun d'ailleurs en droit administratif, qu'en droit privé, les arbitrages que j'ai rendus, on a réglé ça en 2 mois et demi, 3 mois. Tout ficelé. Du premier jour au dernier jour, en 3 mois. C'est très rapide, c'est secret. Or, dans un certain milieu des affaires, des brevets, des machins comme ça, des choses un peu sales, on veut le laver en famille, et donc il n'y a pas la publicité du procès. Mais l'arbitrage, en droit administratif, il n'a pas des besoins devant lui. Parce qu'il y a eu une commission, la fameuse commission à la Botoul, qui a rendu un très beau rapport en 2008. Le problème, c'est qu'elle s'est télescopée, cette malheureuse, avec l'arbitrage tapis. L'arbitrage tapis, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est problématique, on va dire ça comme ça, enfin problématique. Madame Lagarde, quand elle était la ministre en charge, m'a demandé une consultation à l'époque en disant voilà, on va faire un arbitrage comme ça et comme ça, voilà le protocole d'arbitrage, donnez-moi votre avis. Moi, je pense que la ministre, qui ne me connaissait pas à l'époque, pour venir me demander ça, c'est qu'elle pouvait penser qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Il n'y a pas l'idée de poser une question, je n'ai pas de question à me poser. J'avais dit d'emblée qu'il était illégal. Et donc, du coup, la réforme de l'arbitrage, car en principe, l'arbitrage est interdit aux personnes publiques, sauf loi spéciale, cet arbitrage, pour l'instant, il a du plomb dans l'aile à cause, je vous dis, de l'affaire Tapie. Alors qu'en réalité, l'affaire Tapie, c'est pas un problème d'arbitrage, il arrive. L'affaire Tapie, c'est là aussi, il faut bien comprendre. L'affaire Tapie a des prétentions, je ne me souviens plus le montant, mais peu importe. Et le protocole d'arbitrage dit que les arbitres qui seront nommés ne pourront pas louer plus, mettons, de 500 millions d'euros. Faute de quoi, ça rendrait caduc le présent protocole d'arbitrage. Or,
le plafond que la ministre a accepté, enfin, c'est pas elle, c'est le sous-titre, mais peu importe, que la ministre a accepté, était supérieur aux exigences de Bernard Tapie. Donc l'affaire est réglée. Vous accordez tout ce qu'il vous demande, puisque de toute façon, ce sera inférieur au plafond que, idiotement, vous êtes fixé. Ça rend illégal l'arbitrage, sans discussion possible. L'arbitre, il doit être souverain, parce qu'il va pouvoir accorder plus ou moins de ça. Mais, voilà, alors, je ne sais pas si on peut imaginer d'autres formes que celles que nous connaissons aujourd'hui, la conciliation, le règlement amiable, parce qu'en plus, il ne faut jamais oublier aussi une autre chose, c'est qu'on est en France. L'administration française, c'est pas rien. Et les deniers publics en France, c'est encore plus sacré que Jésus-Christ. Et donc, on vient buter sur des règles qui sont extrêmement dures. Quand vous faites, par exemple, une transaction, il dit qu'il vaut 1000, et moi je dis que non, il n'a droit qu'à 500. Bon. Si on ne veut pas aller aux classes, ben, il faut qu'on trouve un modus vivendi, qui sera entre 1000 et 500. Bon. Or, si je suis l'administration, et que je pense que je ne lui dois que 500, je n'ai pas le droit de lui accorder 700. Parce que l'administration ne peut jamais être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas. L'arrêt de principe, l'arrêt merdi, etc. C'est très difficile parce que dans une transaction, tout le monde laisse un peu des plumes. On achète, d'une certaine manière, ce qu'on perd, c'est le prix de la tranquillité. Oh, ça s'arrête, c'est fini, ok, cette hypothèque est levée. C'est ça l'intérêt de la transaction. Si vous dites qu'on vous doit 1000 et donc vous n'accorderez pas plus de 1000, il n'y a plus de transaction possible. Enfin, semble-t-il. Pourquoi vous avez des idées, vous, des idées maliennes? Pas malsaines, maliennes. Voilà, comme on l'a si bien dit au restaurant, j'ai fait une thèse là-dessus. Je ne sais pas, au Mali, le juge justiciable a toujours tendance, non pas à saisir le juge administratif, mais à essayer de faire des recours parallèles. Je ne sais pas si on peut l'institutionnaliser. Bon, ça, peut-être je ferai des recherches là-dessus. Sinon, vous avez parlé tout de suite de la pratique de recours à rapport, recours administratif préalable obligatoire. Je ne sais pas si finalement ce recours, si c'est avantageux pour le justiciable ou si c'est simplement fait pour ne pas engorger la justice administrative. Est-ce que vous pensez que finalement le rapport ça avantage le justiciable, puisque le temps du rapport, il y a l'acte administratif qui n'a pas d'effet suspensif et tout, l'effet continue toujours. Et finalement, si l'administration ne veut pas revoir sa position, et le rapport n'aurait finalement fait que rallonger le délai pour saisir le juge administratif. Est-ce que finalement, c'est... De notre côté, n'oubliez jamais que les deniers que la puissance publique détient ne sont pas à elle. Ouais. Ce sont les deniers arrachés sur la fortune des particuliers, sur le travail des particuliers. Donc elle en est dépositaire, gestionnaire et comptable. Elle doit rendre compte de la manière, et hélas, elle doit rendre compte de la manière dont elle a consommé les deniers publics. Donc si je dis qu'il me doit 1000, mais que je prie 500 et puis c'est bon, et je vous rappelle d'ailleurs que la règle, parlant de droit administratif, est importante évidemment en droit administratif, elle le vaut en droit commercial. Parce que, en droit commercial, c'est pareil. Vous avez deux sociétés qui ont entre elles un litige. Et vous dites, ils me doivent 500 000 euros. Mais finalement, je prends que 300 000. Vous pouvez faire valoir à vos associés, à vos actionnaire, que finalement, avec 300 000, vous en tirez à bon compte parce que tel inconvénient ont été éliminés. Et donc, ils peuvent l'accepter. Mais l'administration fiscale peut vous poursuivre au motif que vous ne démontrez pas l'intérêt objectif de l'entreprise à cet abandon de créance. Et vous savez que l'administration peut très bien dire, vous aurez dû recevoir 500 000, vous avez renoncé à 200 000 pour des raisons que vous dites, je ne les aperçois pas, moi, administration fiscale, comme légitime, intéressante, avantageuse pour votre société, je vous impose 500 000. Parce que c'est votre faute,
si les 200 manquent. Donc vous me payez les impôts sur les 200 000 qui manquent. Je veux dire que l'idée que l'administration ne peut pas être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas, c'est une idée aussi en droit privé en réalité. Et vous n'avez pas à payer exagérément des dettes des personnes. Si vous êtes un particulier et que vous faites un don à quelqu'un, encore faut-il que ce don soit en rapport avec votre fortune. Si vous lui donnez une quantité extravagante par rapport à votre fortune, eh bien là, vous serez considéré comme illégal. Donc, cette idée d'une proportionnalité, elle n'est pas propre au droit administratif. Mais là où c'est vrai, c'est que la logique de la transaction, c'est une logique de renonciation partielle à sa position, à sa revendication initiale, et en droit administratif, c'est très très difficile. C'est pourquoi je pense, je l'ai écrit, mais je pense que le Conseil d'État reviendra sur sa position. Parce qu'un jour, il va dire qu'en principe, elle ne peut pas renoncer, sauf si elle démontre que le montant de la renonciation est justifié par l'intérêt général, par le temps qui a passé, par etc. Exactement comme un particulier qui cherche à vendre un appartement et qui n'y arrive pas, baisse le prix et il se dit, bon c'est vrai que j'ai perdu 50 000 euros par rapport à ce que je croyais, mais finalement j'ai gagné 3 ans de loyer, 3 ans d'impôts locaux, total, etc. Et puis j'ai l'esprit tranquille. Ça vaut aussi des sous, la tranquillité d'esprit. Voilà. Autre question. Le cinéaste, il n'a pas de questions? Le cinéaste de droit privé? Autre question. Je n'ai pas dit des choses qui vous ont trop surpris, si. Vous avez été dans